Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez régulièrement, avec près de 800 000 personnes sur notre chaîne YouTube. Encore un tout petit effort, vous pouvez bien entendu vous abonner. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Vous êtes abonné, Philippe? Ça doit faire un petit paquet d'années, maintenant. Désabonnez-vous et rabonnez-vous. Ça va faire -1 plus 1 mathématiquement. Je peux dire quelque chose, c'est que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous allez forcément entendre et voir Philippe David, quoi. Donc ça, c'est un problème. Plus 100 000 abonnés d'un coup. Et vous allez avoir Françoise de Gouas. Juste, on est passé à 200 000 au lieu de 800 000. Non, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il est brouillé, en fait. Oui, il est brouillé. Il est brouillé. Voilà. Ah, oui, et notre Sébastien Ménard qui est devant la porte, on va lui ouvrir la porte. En tout cas, on est ravis de vous retrouver comme chaque jour. C'est toujours un plaisir, vous savez, de faire cette émission avec vous au 0826 300. Allez, direct le sommaire de cette émission. On va revenir sur cette hausse de la taxe foncière avec les propriétaires. Sont-ils devenus des vaches à lait? Qu'en pensez-vous? Selon l'AMF, la taxe foncière pourrait augmenter dans près d'une commune sur 5 de plus de 40 000 habitants à un impôt qui concerne aujourd'hui 32 millions de propriétaires en France. Une hausse indexée sur l'inflation pour la plupart des communes, Philippe. Oui, notamment à Paris où la maire Anne Hidalgo souhaite cette année augmenter la taxe de 52% et jette la pierre au gouvernement qui lui répond de prendre ses responsabilités. Mais la capitale ne semble pas la seule touchée. Grenoble, Lyon ou encore Metz sont concernés par ces annonces. Vous trouvez ça inadmissible ou alors c'est normal que les maires s'en servent s'ils ne s'estiment pas assez aidés par l'État? Pour vous, c'est les propriétaires qui payent. Maintenant, de toute façon, les locataires payent plus ou beaucoup moins avec la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce qu'encore une fois, toujours les mêmes qui sont roulés dans la farine? Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Un seul numéro, le 0826 300 300. Avec cette question qui est relativement cash, on le sait. Hausse de la taxe foncière, les propriétaires sont-ils devenus des vaches à lait? C'est oui à 95% sur notre compte Twitter. Absolument, ça c'est de la démocratie. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Les réseaux sociaux sont-ils complices du crime organisé? Internet, réseaux sociaux, boucles de messagerie instantanée sont les nouveaux théâtres de propagande pour le narco-banditisme marseillais. Les caïds y commanditent des assassinats et on y recrute une main-d'œuvre toujours plus jeune. Pour ces influenceurs du crime, la médiatisation prime pour intimider, Philippe. Et pour ce faire, les tueurs recrutés filment leurs assassinats pour prouver à leurs commanditaires que l'exécution a bien eu lieu, mais aussi pour faire le buzz et être rémunéré en conséquence. On touche au summum de l'horreur. Les bandes ennemies marseillaises, DZ, Mafia et Yoda sont un principal concerné par ce mode opératoire criminel d'un genre nouveau. Alors, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont complices du crime organisé en permettant de diffuser de telles vidéos et de tels messages? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites non à 54%. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, ma chère Philippe. Bonsoir, Philippe. J'aimerais bien parler comme ça dans la vraie vie. Bonsoir. Bonsoir, Françoise. Salut, ma poule. Bonsoir. Ça commence bien. Il y a Ménard qui déboule. Bien aussi, on t'imagine, on fait toutes les missions. Sébastien Ménard, comment allez-vous, Sébastien Ménard? Très bien, Comment va l'élan béarnais pour Paula Cortès? Non. Je rappelle que Paula Cortès n'est pas une actrice porno. C'est pas Paula. Chaque semaine. Chaque semaine. C'est très important. Paula Cortès. C'est le comique de répétition. Comment ça va? Ça peut pas être pire que Philippe David. Quand je vous vois, tout va beaucoup mieux. Ah bah tant mieux. En grâce tout à cas. ça, on connaît le genre cinématographique préféré de Françoise de Gouas. C'est quand même intéressant. Oui, bah c'est ça. Je ne fais pas de commentaires. Mais je n'ai pas compris. Paula Cortès, c'est pas une actrice. Mais t'as pas l'impression que ça fait actrice porno, Paula Cortès? Absolument pas. Ah oui, d'accord, une bandita ou alors une bandita. Et pourquoi? C'est joli. Paula Cortès, je sais pas, moi. Moi, je trouve ça joli. Je connaissais Hernán Cortés, c'est une descendante, je sais pas, mais ça fait pas du tout C'est que actrice. Cortés, c'est Dupont en Espagne. Oui, je en sais. Argentine, t'es quand même au courant. Mais alors, je trouve ça très rien, joli, moi, Dupont, Paula c'est bien Cortès. aussi. Oui. Cécile Paula Cortès. Oui, c'est rien, c'est joli. Ah, j'aime bien. Ça aurait de la gueule. Hein. Ah, ça aurait de la gueule. Je voulais juste signaler, et encore une fois, la finesse et la délicatesse des questions posées aux auditeurs, j'adore. Ah bah oui, Les ça. réseaux sociaux sont-ils complices des assassinats sur la planète et dans l'univers? C'est excellent. Mais vous avez bu, Françoise Non, de non, Gaulle? pas du tout, je suis éclaté. Bah, faut commencer parce que là, ça vous fait du mal. Allez, 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle de Gironde. Cher Frédéric, bonsoir. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Salut. Bonsoir. Vous avez vu le ton, hein, TON, pas ouais. THON. Frédéric, de dis ce donc. soir. Et celle qui me donne si j'ai bu, mais t'as fumé, toi? Frédéric, vous faites quoi dans la vie? Je suis routier. Quel beau on métier. adore Les routiers les sont sympas. routiers. Oui. Les routiers sont sympas. Ah, C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Max Meignier, vous vous Absolument, souvenez? et ça Bah continue. Hein, on aime beaucoup les routiers. Et vous faites quoi? Du très long courrier ou pas du tout? Ouais, je fais le Grand Sud. Le Grand Sud. Sud-Est, Sud-Ouest. Ah, donc D'accord. vous faites du Bordeaux-Nice, quoi, grosso modo, c'est ça? Bordeaux, Marseille, Bordeaux, Toulon. Très On bien. voit bien. Saint-Martin-de-Croix. Enfin, Ah. tous les beaux coins. Super, Voilà, super. et voilà. Bah, écoutez, on aime beaucoup ce métier et on embrasse les effectivement, routiers qui les nous embrasse écoutent. effectivement Moi aussi. régulièrement. 0826 300 300, vous pourrez nous appeler en attendant l'actu du jour. Écoutez. Alors c'est très bon. Incroyable. Issu de l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club, 32 millions d'exemplaires à travers le monde. Il est sorti donc c'est un 1er juin 1967 et c'est l'un des albums les plus influents de l'histoire de la musique populaire. Figure à la première place des 500 plus grands albums de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. C'est vrai. Voilà, on en apprend des choses ici. C'est hein. sorti il y a LSD. 56 ans aujourd'hui. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. LSD, les Oui. trucs codés, bien sûr. Mais il y pour avait les gens. d'autres tubes dedans. Hein. Ah Il y avait, oui. par exemple, When I'm 64, etc. Oui. Non, Oui, c'est vrai. il est C'est brave. l'album de tous les Ils temps. ont c'est fait vrai. pratiquement que des tubes, hein, et parfois Non, mais quel même génie. on regrette que certaines chansons n'aient pas été davantage connues, tellement ils en faisaient. Ouais, la Mais ne créativité. chantez plus, hein, mon cher Philippe. Les amis, on vous souhaite la bienvenue après la pierre qui roule. C'est le réquisitoire qui roule. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre ce que vous appelez l'impérialisme des victimes ou de leurs familles qui, au nom de la douleur, proposent n'importe quoi. Ah oui, c'est un sujet très délicat parce qu'évidemment, depuis quelques mois, et ça date pas, ça a commencé il y a longtemps, on voit des victimes de faits graves, d'agressions, de délits, de crimes parfois, mais heureusement ayant survécu. Et on voit parfois des familles de victimes malheureusement disparues qui, d'une certaine manière, exploitent avec une forme d'impérialisme leur douleur pour proposer des nouvelles dispositions ou des mesures qui à mon sens, sont parfois absurdes, mais qu'on doit accueillir avec une espèce d'indulgence, de compréhension, parce qu'elles émanent précisément de gens qui ont souffert. Je parle par exemple Oui, du c'est ça, père de Yannick Aleno, si Du je fils. me... Du fils de du Yannick. fils, pardonnez-moi. Donc le père qui a connu une tragédie épouvantable dont la gravité est indiscutable, mais ça n'est pas pour cela que lorsqu'il propose de faire des homicides involontaires, des homicides volontaires, qu'il a forcément raison. Et donc je voudrais simplement m'élever, mais encore une fois très respectueusement, face à cette espèce d'emprise que la douleur terrible peut exercer sur les esprits les plus lucides. Françoise Degois. Oui, j'ai rien à dire de plus, effectivement, mais je comprends aussi Yannick Aleno. Je comprends que cette douleur, Ouais, voilà, mais c'est bien pour ça sûr. que vous le faites Je très très pensais bien. pas Il y a qu'à lui, quoi. il y a rien à rajouter, si ce n'est que c'est peut-être aussi un moyen d'exprimer avec l'excès une douleur insupportable et que finalement le précipité retombe et qu'on revient à des choses plus nobles. Je pense qu'il faut Oui. laisser parler en fait Bien les sûr. gens, voilà. Mais ça Sébastien. fait trop mal, bien sûr, bien sûr. Ah, je Sébastien sens qu'on ne sera pas d'accord avec Oui. Sébastien Ménard. Non, je pense qu'il faut, face à la détresse et au malheur indescriptible, je pense qu'il faut une bienveillance sans limite. Et après, évidemment, une fois que je dirais que les victimes ou les parents de victimes se sont libérés, pour autant qu'on puisse se libérer, évidemment, il faut que la société, ce qui fait société, reprenne le pas.
Voilà. Néanmoins. Mais est-ce qu'au moins ça fait bouger les lignes? Il faut que ça fasse bouger les lignes. Oui, vous avez raison, Cécile. Il est évident que ce qu'a lancé depuis plusieurs semaines le père dans l'affaire que j'ai évoquée fait qu'on en discute beaucoup. Et je dirais même, je parle un peu par expérience, ceux qui trouvent que ça n'est pas une bonne idée, que c'est même franchement absurde sur le plan juridique, sont presque tentés. Mais moi, je pense que c'est absurde sur le plan juridique. Ouais. Il est impossible de ne pas nuancer entre un homicide volontaire, un homicide involontaire, parce que on décide que tout est grave. C'est exactement la question que nous avions il y a 2 jours sur le caractère imprescriptible. Est-ce qu'un crime contre l'humanité égale un meurtre, même avec préméditation? Est-ce qu'un crime de masse, industriel comme a été la Shoah, l'élimination entière, pensée et industrielle d'un peuple, est-ce que ça égale un meurtre volontaire de quelqu'un pour hériter? Non, mais d'en parler, Françoise, ça peut nous permettre de réfléchir et finalement de nous conforter pour dire que ce que finalement nous avons correspond parfaitement à ce que à l'événement. Je suis d'accord parce que quand même globalement la justice est bien faite. Elle est issue de réflexions de gens. Le droit, c'est une matière vivante, c'est une matière en mouvement qui s'adapte. La jurisprudence, ça s'appelle comme ça. Et moi, je trouve que c'est la justice que nous avons et le résultat d'une retard. Le mot de la fin, Sébastien Ménard, c'est en retard. Et si la justice est bien faite, je suis d'accord avec toi, Françoise, parfois l'exception au fait que la justice soit bien faite conduit à des révoltes et à des actes de désespérance absolue. Absolument. Vous restez avec nous dans quelques instants. Félix Mathieu sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Et puis, on reviendra sur cette hausse de la taxe foncière. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait? Vous êtes 32 millions de propriétaires en France et vous allez certainement subir cette hausse de la taxe foncière. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300 vous attend au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. Et ça, c'est une bonne nouvelle en revanche. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est l'heure du goûter. Donc les enfants goûtent. Bah oui, Philippe Bilger goûte, Françoise Degois aussi et Sébastien Ménard. Ils prennent leurs petits 4 heures. On ne fait pas résister à la nourriture. Mais le mérite, c'est énergivore, Les Vraies Voix. Une part de cake ne se refuse pas. Mais je me demande comment on n'est pas obèse dans cette société, dans cette radio, avec tout ce qu'on apporte régulièrement. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Vous m'appelez Culbuto de temps en temps. Oui, c'est vrai. Et faites attention parce que bientôt ce sera Bibadom. Il se fait rire, il s'aime, c'est dingue. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut, bien entendu. On vous souhaite bienvenue dans cette belle maison Sud Radio. Tout de suite, 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu sont courroie, loyer et privilèges. Un rapport parlementaire accuse le RN d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Rapport sectaire à l'image de sa rapporteure Renaissance, réagit Marine Le Pen. Les loyers pourront augmenter mais pas au-delà de 3,5%. Bataille rangée cette nuit sur les loyers. La gauche voulait les geler. La Macronie et le RN ont préféré limiter les hausses. Et puis j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du foot. L'hommage de Christophe Galtier à Lionel Messi qui quitte le PSG. C'est quasi officiel. Ce rapport est à l'image de la rapporteure. Voilà. Les Vraies Voix Sud Radio. Non, c'était pas Lionel Messi, c'était Marine Le Pen, effectivement, puisque on a 2 registres différents. Un rapport parlementaire qui qualifie le RN de courroie de transmission du pouvoir russe. Cette expression figure dans ce rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Le texte dévoilé par Mediapart insiste sur l'alignement du FN sur le discours russe en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. Soutenir, comme le fit Marine Le Pen, que les habitants de la Crimée ont voté librement leur rattachement à la Russie et pour le moins assez peu vérifié, peut-on lire. Marine Le Pen qui a aussitôt réagi en conférence de presse en s'en prenant à la rapporteure du rapport, la députée Renaissance Constance Le Grip. Ce rapport est à l'image de la rapporteure, sectaire, malhonnête et tout à fait politisé. Voilà. La réalité de ce rapport, c'est qu'il n'y a rien. En fait, ce rapport, il est exactement de la même teneur en termes de conclusion que les 4 heures d'audition que j'ai pu faire sous serment. C'est-à-dire que les gens qui nous ont accusés n'ont aucun début de commencement d'éléments factuels. Donc ce rapport se transforme exactement comme l'audition en un procès politique. Il n'y a rien d'autre que la contestation, encore une fois, d'une idée politique et de la liberté que nous avons de pouvoir l'exprimer. Ce rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères a été adopté à 11 voix pour, 5 contre et 1 abstention. Philippe Bilger.
Je n'ai pas lu le rapport. Alors je me demande, on a le droit d'avoir des positions internationales qui contreviennent à l'opinion dominante dans ce domaine. Alors est-ce que le Rassemblement national, à l'époque par exemple, sur la Crimée, a été influencé par des dépendances délétères? Je n'en sais rigoureusement rien. Françoise Degois. Moi, je sépare les choses. Je trouve que le procès qui est fait à Marine Le Pen, notamment sur son financement, c'est pas un beau procès. On devrait avoir une banque publique qui finance la démocratie. C'est ce que lui demandait Bayrou. Mais absolument. Ouais. Elle a été chercher de l'argent en Russie. C'est le seul pays qui a prêté parce qu'elle ne pouvait pas. Évidemment, je ne suis pas soupçonnable de voter Marine Le Pen et la soutenir, mais à partir du moment où elle est candidate, voilà, à partir du moment où le pays. Donc, après, sur l'influence, moi, j'ai le sentiment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je pense qu'il ne faut pas confondre Marine Le Pen et Thierry Mariani. Il ne faut pas confondre les influences et il ne faut pas confondre les gens qui font du business. Moi, j'ai un peu mal, si vous voulez, aux cheveux, hein, quand je vois Gerhard Schröder, hein, la star de la social-démocratie européenne, pantouflant... comment dirais-je, dans des conseils d'administration russes. Donc, et même Fillon. Fillon, c'est votre camp. Alors là, n'en parlons pas. Monsieur la morale, Gerhard Schröder, la gauche. Donc, je n'arrive pas à séparer le bon grain de l'ivraie. Je dirais juste que c'est pas comme ça. Emmanuel Macron nous passe sa vie à nous faire des leçons sur oh là là, vous y prenez mal pour faire baisser le Front National. Si vous pensez que c'est avec ça que vous allez faire baisser Marine Le Pen, alors vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Sébastien Ménard. Ça va un peu, enfin ce que tu dis Françoise va un peu dans la lignée de la sortie de Macron dont je reparlerai tout à l'heure, qui parce que c'est pas avec effectivement ces arguments-là qui consistent à stigmatiser avec ou sans preuve, à nous quelque part à adresser des vieilles lunes. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fera descendre le Front National, me semble-t-il. Et deuxième mot qui est loyer, avec une ambiance tendue, Félix Mathieu, la nuit dernière encore à l'Assemblée nationale. Après le bras de fer sur les retraites et la future niche parlementaire du groupe Lyot, le calme n'est pas revenu au moment de voter sur les loyers. L'Assemblée nationale a adopté la prolongation jusqu'à l'année prochaine du bouclier loyer qui limite à 3,5% les hausses possibles. Mais pour la NUPS qui réclamait carrément un gel de ses loyers, la mesure ouvre la porte à des hausses gel rejetées par les macronistes et le RN, d'où le ton accusateur de la France Insoumise, comme ici le député de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Venir nous expliquer que protéger les locataires, c'est augmenter les loyers, il fallait oser. Sourire aux lèvres, en pleine nuit, vous aviez demandé une procédure accélérée pour commettre une nouvelle forfaiture. C'est le braquage, aujourd'hui, des locataires que vous organisez avec cette décision. Qui peut croire que vous protégez les locataires? Qui peut croire d'ailleurs que vous protégez qui que ce soit dans ce pays? Sinon, ceux dont vous êtes les obligés, les ultra-riches et les multipropriétaires. 3,5% de ménages possèdent la moitié des biens en location. Voilà des gens qui ce soir sabrent le champagne quand des millions de locataires se demandent s'ils vont pouvoir se nourrir, s'ils vont pouvoir partir en vacances ou s'ils vont pouvoir payer leur loyer. Bon, en tout cas, le bouclier loyer qui limite les hausses concerne les ménages mais aussi les PME. Sa prolongation a été examinée en urgence la nuit dernière puisqu'il devait se terminer fin juin. Moi, je souscris absolument à Thomas Porte, n'est pas forcément ma cam en termes d'excès peut-être, mais je souscris totalement à la demande de la gauche. Je pense qu'il fallait vraiment geler, vous vous rendez pas compte, 3,5%, c'est quand même beaucoup, imaginez par mois. Et pourquoi on n'a pas gelé? Et c'est là qu'on retrouve tout le discours social de façade. Je parle pas de Emmanuel Macron et de la majorité relative, tout le discours façade du Rassemblement national. Ça a été pareil sur le gel des produits alimentaires de première nécessité, ça a été pareil sur toutes les mesures de pouvoir d'achat. Le Rassemblement national est social comme je suis archevêque, si vous voulez. Et là si Marine Le Pen est sociale, elle gèle 3,5%, c'est beaucoup d'argent, Sébastien Ménard. Il y a un truc en France qui s'appelle le droit à la propriété et on doit permettre à des propriétaires, alors ils sont pas tous multipropriétaires, tous très riches, et à un moment donné, eux aussi voient leur charge de copropriété exploser. Et leur taxe foncière, on va en parler, exploser. Et voilà, et vaut mieux une augmentation contenue de 3,5% plutôt que ce qui se passe dans ma ville, où vous avez des gens qui préfèrent les sortir du marché locatif classique pour faire du Airbnb. Et là, c'est perdant-perdant. Et perdant pour tout le monde. Pas du tout. À Paris, par exemple, vous faites du Airbnb, de toute façon, vous êtes déclaré, vous avez un numéro fiscal. La France, c'est pas Paris. Non, mais je vous le dis, c'est dommage que vous mettiez pas ça en place à Biarritz. On l'a fait. On l'a fait.
Et donc, vous pouvez plus... Mais honnêtement, montrez-moi quelqu'un qui peut louer sur Airbnb à Paris ou alors à Biarritz ou à Lyon sans avoir son numéro fiscal et sans payer d'impôts. C'est impossible. Vous n'avez pas l'impression, Françoise, qu'en permanence, on a d'un côté un extrémisme social et de l'autre côté une solution d'équilibre? Mais vous trouvez que c'est une solution d'équilibre, 3,5%? Et pourquoi est-ce que vous ne gelez pas cette année? Cette année, nous avons réalisé que vous avez des gens qui sont en précarité énergétique, vous avez des gens qui n'arrivent pas. Pourquoi, exceptionnellement, cette année, on ne gèle pas? Pourquoi on ne gèle pas? Expliquez-moi. Lorsque vous avez une balance, pourquoi vous tenez toujours un seul bout de la chaîne? Parce que, et vous tenez toujours l'autre bout de la chaîne. Non, mais moi, je me contente, par exemple, mais je trouve très bien de tenir compte des intérêts des locataires. Mais nous sommes dans une période. Arrêtez de caricaturer, de penser que je suis contre les propriétaires. Je vous dis juste, moi-même, je ne suis pas propriétaire, c'est pas mon souci, mais je ne suis pas contre les propriétaires. Je vous dis juste que nous sommes dans un moment exceptionnel et que dans ce moment exceptionnel, on aurait pu voter exceptionnellement un gel au moins sur une année. Est-ce qu'il aurait été pas plus intéressant, vous parlez d'Airbnb à Paris, Françoise, de mettre fin au Airbnb pour que des gens puissent se loger dans des petites surfaces? Ça aussi, ça aurait été intéressant. Moi, j'en sais rien. Non, mais Christine, vous êtes maline. Comment on met fin au Airbnb? Vous arrivez, vous dites, voilà, c'est une entreprise internationale qui est en France, j'arrête les activités d'Airbnb. Ça va flamber les prix. Mais Cécile a raison. Dernier point, il nous reste 9 secondes. Troisième mot, privilège. Le privilège que l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, dit avoir ressenti aux côtés de Lionel Messi, dont il annonce le départ du club parisien. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il s'est dit beaucoup de choses sur Léo. Vous avez beaucoup analysé Léo. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Alors le contexte était tendu avec la sanction contre Messi il y a quelques semaines suite à son absence à un entraînement. Christophe Galtier dit trouver injuste les critiques contre l'Argentin. Merci. On a analysé les hauts et les bas aussi. Pas mal. Elle est bonne celle-là. Il n'y a que la France qui se permet de traiter ce type comme ça. C'est une honte la façon dont cet homme a été traité et je suis ravi qu'il s'en aille. Mais casse-toi Léo. Merci de ce club débile. Françoise. Merci à tous. 08 126 300. Vous voulez réagir, bien entendu. Vous êtes les bienvenus. Dans un instant, on va revenir sur ce débat. On en parlait il y a quelques instants sur cette taxe foncière. Les propriétaires sont-ils des vaches à lait? 32 millions de propriétaires vont peut-être subir la hausse de cette taxe foncière. On vous attend au standard pour en parler. 0826 300 300. Chers amis, nous n'avons pas choisi ces vraies voix au hasard. Nous les avons choisies parce qu'elles apportent quelque chose à l'émission, de la bouffe. Voilà. J'adore, non mais c'est dingue. Mais t'as vu comment on est traité? Non mais comme de la zone. On est réduit au C'est incroyable. D'ailleurs, c'est un goût de trop peu aujourd'hui. Regarde ça aussi. De la joie, en tout cas, de la joie, du talent et du cerveau. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous et Sébastien Ménard est avec nous. Et on est très content de les avoir avec Philippe David, au moins jusqu'à 19h. Après, on les renvoie chez eux. Et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a de plus en plus de missions, de plus en plus de charges, et on a une marge de manœuvre qui est en fait extrêmement faible et qui aujourd'hui n'est plus que la taxe foncière. On a appris qu'il va y avoir une augmentation très importante dans toutes les villes de France, plus 9% à Lyon, plus 14% à Metz, plus 52% à Paris. On sait que les collectivités locales ont besoin de fonds, mais on se tourne vers qui? Vers les propriétaires. L'autre choix, ça aurait été d'augmenter les tarifs des services publics du quotidien. On sent bien qu'il y a dans ce pays une forme de haine des propriétaires qui ne sont pas forcément des gens riches. Déjà, la vie augmente dans tous les domaines et en plus ça, non, ça fait énorme, c'est pas possible. Et Paris, Grenoble, Lyon, Metz, selon l'AMF, l'Association des maires de France, la taxe foncière pourrait augmenter de près sur une commune sur 5 de plus de 40 000 habitants, un impôt qui concerne aujourd'hui 32 millions de propriétaires en France. Une hausse indexée forcément sur l'inflation pour la plupart des communes, Philippe. Oui, parce que depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les mairies peuvent être tentées de se servir dans la taxe foncière pour atteindre l'équilibre budgétaire qui leur est imposé, surtout avec la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est l'argent que donne l'État aux communes. Alors est-ce que quelque part la suppression de la taxe d'habitation, ça n'a pas été comme Coluche, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, entre les locataires et les propriétaires?
Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que vous en avez marre de payer en tant que propriétaire, vous trouvez ça très bien et qu'il faut l'augmenter même de plus de 50% comme à Paris. On vous attend au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Virginie Pradel, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes avocate fiscaliste et auteur de Impômania aux éditions de l'Observatoire. Philippe Bilger, cette taxe d'habitation qui augmente, foncière, pardon, et cette taxe d'habitation qui disparaît, on nous avait promis pas de hausse d'impôts, bah si, finalement. Sur un sujet, Cécile, dont je ne prétends pas être spécialiste, absolument, donc je prends mes précautions. J'ai tout de même, en tant que citoyen, entendu dire qu'on confiait de plus en plus de missions aux maires, qu'ils avaient de moins en moins d'argent, et que donc, logiquement, il fallait qu'ils augmentent quelque chose. Alors, sans doute que des spécialistes viendront dire qu'il y avait d'autres possibilités que d'augmenter considérablement la taxe foncière. Pour ma part, je n'en vois pas d'autres. Mais peut-être on va nous indiquer que il y a une autre. C'est l'arnaque de la présidentielle version en 2017. C'était évident. Et puis tout le monde l'a. Quand vous enlevez quelque chose qui rapporte autant que la taxe d'habitation, il est bien évident que les municipalités sont obligées de. En plus, vous ratiboisez complètement la dotation globale d'État. Je ne sais pas si vous voyez à quel point. C'est pas Emmanuel Macron qui a commencé à baisser. François Hollande avait déjà commencé. Nicolas Sarkozy avec ce qu'on appelle la RGPP, la révision générale des politiques publiques. On sucre les vétérinaires, on sucre des postes de hauts fonctionnaires. Non, mais on se rend pas compte. Donc voilà, c'était l'arnaque de la taxe d'habitation. Tout le monde est content de plus la payer, mais à un moment donné, les mairies sont obligées de se resservir. Moi, je suis pas une anti. Je trouve quand même, excusez-moi, à 52%, il va falloir qu'on m'explique, c'est quand même un peu fort de café, 52%. Alors qu'à Paris, je rappelle, pour les gens qui habitent à Paris, la taxe d'habitation, paradoxalement, était beaucoup moins élevée que dans un certain nombre de communes alentours, y compris en Seine-Saint-Denis. C'est quand même incroyable. C'était parfois du simple triple. Beaucoup de taxes professionnelles aussi. Alors, Grenoble, pour vous donner une idée, par exemple, avant de faire rebondir Sébastien, à Grenoble, c'est plus de 25%, à Lyon, 9% et à Metz, 14,3%. Sébastien Ménard. Vous allez faire, à Biarritz ? On essaie de contenir. Parce qu'effectivement, la DGF ne compense pas tout. Donc la fameuse dotation globale de fonctionnement qui est censée compenser l'absence de fiscalité locale en matière de taxe d'habitation. Donc on a fait, nous, le maximum pour ne pas augmenter les impôts et pour contenir au mieux. La réalité, c'est qu'à périmètre constant, en tout cas depuis le Covid, on a de moins en moins de recettes et de plus en plus de demandes. Voilà, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est pas uniquement, je dirais, l'État qui l'a assumé, c'est aussi un certain nombre de collectivités, et nous payons aujourd'hui ce quoi qu'il en coûte. Tiens, vous êtes maire ou élu local, vous dites on est obligé parce qu'il n'y a plus de sous, ou alors vous êtes contribuable et vous dites j'en peux plus, c'est plus supportable de payer autant d'impôts locaux, appelez-nous au 0826 300 300. Et ça concerne 32 millions aujourd'hui de propriétaires. Pour en parler, Virginie Pradel, merci d'être avec nous. Cette augmentation de la taxe foncière est aujourd'hui obligatoire ? C'est une évidence. Enfin, comme on l'a dit, il y a des services publics de proximité, entre autres choses, à financer. Et c'est le dernier grand levier fiscal. Donc, moi, ce que je regrette, en fait, dans la hausse de cette taxe et dans la suppression de la taxe d'habitation, c'est que, rappelons-le, au-delà d'être une mesure technique, c'est un choix idéologique. Je fais pas de procès d'intention à Emmanuel Macron. Il a lui-même déclaré à plusieurs reprises que, voilà, il fallait quand même taxer la propriété immobilière pour encourager les personnes à être plus mobiles, donc à moins, investir dans l'immobilier. Et ce qui est très gênant... D'où l'IFI. D'où l'IFI, voilà. Ouais. Ça se traduit par différents impôts. C'est un choix idéologique. Et ce que je trouve regrettable au niveau de la taxe foncière, c'est qu'on nous parle toujours d'égale contribution aux charges publiques. Mais là, on se retrouve avec deux catégories de citoyens, à savoir les propriétaires, qui sont pas forcément des gens riches. C'est une aspiration de la majorité des foyers à devenir propriétaires, qui se retrouvent en fait à financer seuls les services publics de proximité, tandis que les personnes qui sont seulement locataires sont pas du tout mis à contribution, et moi je trouve que c'est une aberration totale dans un pays comme la France. Oui, d'autant que, je le redis, la suppression de la taxe d'habitation a concerné tout le monde, y compris les gens qui avaient absolument les moyens de la payer. C'est pas vrai. En grande partie. C'est pas vrai. En grande partie, Sébastien. C'est pas vrai, il y a un certain nombre de personnes, et j'en fais partie, qui payons encore de taxe d'habitation. D'accord, mais ça représente epsilon, c'est 1%, tu vois, c'est 1% de la population française. Entre les salaires qui sont au-dessus de 7 000 € en
gros, c'est ça qui continue à payer. Je sais de quoi je parle. On parle de la même chose. Et entre le 7000, si tu veux, et le 4500, tu peux, surtout dans les villes, je le redis, comme Paris, qui sont des villes. Mais est-ce que c'était pas double peine pour les propriétaires qui payaient la taxe foncière et la taxe d'habitation? Là, pour le coup, pour les petits propriétaires, c'était très lourd. Non, mais tu avais les locataires qui pouvaient aider. Non, mais pour ceux qui habitent leur propre appartement, Françoise. Ok, mais il y a quand même. Ok, mais la plupart des. C'est plus le cas qu'aujourd'hui. Bien sûr, mais il y a beaucoup de locataires, de propriétaires qui louent. Je pense qu'il y avait. Il y a plus de gens qui habitent dans leur propriété de propriétaires qui louent, Françoise. Tu crois? Je pense. Et donc là, c'était pour le coup, ça aidait, en tout cas, les propriétaires les moins aisés de se dire, je n'ai plus que la taxe foncière à payer. Mais il y a des gens qui ont les moyens de la payer, cette taxe. C'est exactement comme les allocations familiales. Moi, j'ai une amie députée qui a dit tous les ans, j'appelle pour refuser qu'on me les verse parce que je gagne trop d'argent en fait en tant que député. Mais c'est un combat. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y aurait pas eu quelque chose à moduler? Virginie Pradel. Moi, ce qui me paraît très logique, c'est qu'en fait, on paie une taxe parce qu'on réside dans une commune et qu'on est tous appelés à financer les services publics. Le ramassage des ordures, pour le rétablissement, en fait. Vous êtes pour le rétablissement du postulat que c'est territorial. Ça doit pas être lié, en fait, au choix que vous avez fait d'être propriétaire ou non, parce que c'est un choix. Alors, c'est parfois une impossibilité de devenir propriétaire, mais il y a des gens qui ne souhaitent pas être propriétaires de leur logement. Et ce que je regrette, c'est que je pense que à partir du moment où on réside dans une commune, qu'on utilise les services publics, on devrait être tous mis à contribution. Je trouve que ça tombe sous le sens. Et ce choix, en fait, de se focaliser que sur les personnes qui sont propriétaires, qui ont fait ce choix, c'est quelque chose qui me paraît complètement aberrant. Et oui, il y a des gens qui continuent de payer la taxe d'habitation, notamment sur les résidences secondaires. Là encore, c'est une punition. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France cette tradition, c'est pas une tradition, mais il y a quand même une culture de la résidence secondaire à la campagne, etc. Et même ça, c'est aujourd'hui sanctionné fiscalement de façon quand même assez impressionnante. Vous ne seriez pas pour le retour de la taxe d'habitation, tout simplement, mais peut-être modulé en fonction des revenus. Pourquoi pas? Pourquoi non? Vous comprenez? Non. Oui, moi je pense qu'il devrait y avoir une taxe d'habitation en fonction de la taille de votre logement. Non, mais ça c'est déjà le cas. La taxe d'habitation, non, elle n'existe plus, mais c'était déjà le cas. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait tout moduler sur les revenus? Non, je pense que c'est important de moduler sur les revenus parce qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile de payer. C'est le même service pour tout le monde, François. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, que vous payez des taxes d'habitation, je le redis, qui sont 5 ou 6 fois supérieures à la taxe d'habitation d'un appartement dans le centre de Paris, le centre historique. On a tous l'exemple de ça. Eh bien, c'est quand même un peu fort de café. Vous vivez en Seine-Saint-Denis parce que vous avez évidemment pas les moyens forcément de vivre dans le centre de Paris, mais votre taxe d'habitation vous assomme en fait. Donc pourquoi on peut pas, on n'est pas habitué au système que vous proposez, François. Les Français sont partisans d'une égalité qui peut apparaître grotesque parce qu'elle ne tient pas compte de la disparité des revenus. Moi je suis pour qu'on rallonge. Oui, ça réagit au 0826 300 300. Avec Frédéric qui est avec nous. Notre vraie voix du jour. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoutez, c'est du grand n'importe quoi, ça c'est sûr. Alors moi, pour ma part, j'ai été propriétaire, je suis repassé locataire et je serai prochainement repropriétaire. Très bien. Et pour tout vous dire, j'ai été aussi propriétaire bailleur avec un locataire. Oui. J'ai eu le locataire pendant 8 ans, je n'ai jamais augmenté le loyer. Ah super, alors on peut venir louer chez vous. Non mais on sera 7. J'avais un principe. On amène les copains, oui. Non mais j'avais un principe, c'est qu'on avait fait un bail, donc qui était par rapport aux revenus, les gens pouvaient payer le bail, c'est comme ça qu'ils ont pu signer le bail. Donc moi, je me disais, on peut toujours augmenter un peu. Et le jour où les gens ne peuvent plus payer, ils font quoi? Ils disent pas, je peux plus payer les 50 € ou les 20 € que vous avez mis de plus. C'est je ne peux plus payer mon loyer. Et on fait comment? En tout cas, c'est un bon choix. On préfère garder quelqu'un longtemps et qui paye plutôt que de l'avoir 3 mois. Restez avec nous, Frédéric. On passe à Olivier, 0826 300 300, qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir, Olivier. Pardon, on vous a fait un petit peu attendre sur cette taxe foncière. Vous en pensez quoi? Eh bien, j'ai attendu en écoutant avec attention les échanges et je crois que tout a été dit par les uns et les autres. Donc ma valeur ajoutée va être sans doute un peu juste. Pas du tout. Juste deux points. Effectivement, à partir du moment où on est locataire, on utilise les services locaux, communaux.
On est bien content d'avoir une école qui accueille vos enfants. On est bien content d'avoir des activités, des routes entretenues, etc. Donc il est un petit peu dommage que les locataires ne paient pas une contribution pour l'entretien de tous ces services locaux. Ça, c'est le premier point. J'ai entendu parler, alors c'est un petit peu dans le désordre, de dotations qui étaient reversées par l'État aux communes. La dotation globale de fonctionnement, c'est une des grosses sources de revenus des communes. Voilà, sauf que cette dotation a été calculée au moment où la taxe d'habitation a été arrêtée, enfin n'a plus été perçue par les communes, et ma compréhension, c'est que depuis, elle est complètement gelée, cette dotation. Or, il y a une pression sur les communes pour construire des logements sociaux sur lesquels ils ne toucheront plus de taxes d'habitation. Alors, on va faire réagir Sébastien Ménard qui connaît bien les communes. Alors, oui, c'est sûr que la DGF n'évolue pas à la hausse. Elle évolue même plutôt à la baisse. L'euphémisme. Non, mais le macronien que je suis a quelques complications à défendre une position, voilà, je comprends, que je ne vais pas défendre. Donc je vais plutôt défendre ma commune et défendre les contribuables lambda. Non, très clairement, l'abandon de la taxe d'habitation au profit d'une augmentation de la taxe foncière, parce que c'est ce que disait Maître Pradel, c'est ce qu'on partage tous autour de cette table, n'est pas qu'un effet d'optique. Parce que moi j'ai le sentiment que ça vient ajouter de l'inégalité à l'inégalité fiscale dans notre pays. Voilà la position qui est la mienne, tant en tant que chef d'entreprise, qu'en tant qu'élu local, qu'en tant que contribuable. Virginie Pradel, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord et je trouve que aujourd'hui, c'est même quand vous regardez les personnes qui ont beaucoup d'argent, du coup, elles sont quand même encouragées à ne plus investir dans l'immobilier et à se délocaliser très rapidement. Donc il y a même un danger derrière cela. Pour ce qui est de Paris, je pense qu'il n'y a pas assez de biens pour le nombre d'investisseurs, par exemple, pour la ville de Paris. Alors peut-être que c'est à part, mais pour les grandes villes et les grands centres urbains, en tout cas Paris, il y a trop de gens qui veulent investir, il n'y a pas assez de biens dans des quartiers. Mais la question de se dire, c'est qu'est-ce qui se cache derrière finalement cette mesure ? Est-ce qu'elle est électoraliste ? C'est quoi la mesure de dire il faut de l'argent. Non, c'est pas ça. De dire, on retire la taxe d'habitation. Bien sûr, c'est quoi ? C'est la démagogie pure et simple pour gagner. Vous savez, si quelqu'un doit dire qu'est-ce qui s'est passé en 2017, qu'est-ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron, mon projet, c'est la taxe d'habitation. Ça a été ce qu'on appelle en politique un convertisseur d'opinion. Cette mesure a été un énorme convertisseur d'opinion en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour. Ça a été un gros convertisseur d'opinion. Oui, mais moi je trouve que c'est une mesure parmi d'autres pour sanctionner l'immobilier, et on peut reprendre plusieurs interviews d'Emmanuel Macron où en fait il disait que derrière la suppression de la taxe d'habitation, derrière l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière, il y avait cette volonté d'encourager la mobilité géographique. Il y a eu quand même des déclarations où Emmanuel Macron disait que il y avait pas trop de propriétaires, mais que les personnes étaient un peu trop fixées territorialement, parce que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'immobilier, c'est que les droits de mutation sont très élevés, donc vous n'avez pas non plus, mais ça aurait été plus simple de baisser les droits de mutation, parce que c'est vrai que ça peut être un frein. Il faut expliquer ce que sont que les droits de mutation, parce que les auditeurs... Oui, les droits de mutation, c'est ce que vous devez payer. Ils sont faussement appelés droits de notaire. En fait, c'est un certain pourcentage qui est quand même très élevé en France. C'est un des taux les plus élevés au monde. Donc c'est un pourcentage que vous devez payer. Donc c'est à peu près 8%, il me semble, dans l'ancien, que vous devez payer, au moment où vous achetez un appartement ou une maison, et qui peut représenter plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros en fonction du prix du bien. C'est ce qu'on appelle communément, grosso modo, les frais de notaire. Dans la tête des gens, c'est ça. Les frais de notaire. Et tout ne revient pas au notaire. Mais quand même, est-ce que ce serait pas plus simple ? Alors, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait pas dire la taxe foncière, on l'augmente pas de 52% par exemple, et on augmente un peu la CFE, la cotisation foncière des entreprises, parce que je ne sais pas comment c'est à Biarritz, mais les entreprises, globalement, pourraient mettre aussi un peu la main à la pâte pour les impôts locaux. C'est ce que payaient les entreprises qui régulaient aussi la taxe. Voilà, elles sont gâtées, les entreprises. Tu vas savoir le nombre d'impôts et de taxes pour les entreprises qui disparaissent en loose day qu'on ne voit pas. Moi, j'aurais pas l'idée d'augmenter les charges encore pesant sur les entreprises. Non, je pense qu'il y a un moment, faut quand même réduire les impôts. Et si on a un peu de mémoire, c'est vrai qu'on
n'en parle pas souvent. Il y a eu quand même dans le passé en France beaucoup de mouvements de propriétaires qui se sont rebellés contre la fiscalité immobilière. Et donc, vous appelez à la grève? Non, j'appelle pas à la grève, mais je pense que à trop pousser. Non, mais encore ces dernières années, je sais pas si vous vous en souvenez, quand il y a eu les hausses des taxes d'habitation sur les résidences secondaires, on a eu des collectifs de propriétaires locaux qui n'étaient pas aisés et qui ont dit nous, on n'en peut plus parce que cette mesure confine à une sorte de mesure d'expropriation. Enfin, c'est-à-dire on est en train de nous virer de chez nous parce qu'on ne peut pas payer la fiscalité. Donc, il faut arrêter. Alors que dans certains villages, des maires sont très contents d'avoir des maisons secondaires puisque ça fait fonctionner forcément la ville, ça fait venir des centres-villes. Enfin voilà, ça alimente un tissu économique local qui pourrait mourir sinon. Très court, Sébastien. Aujourd'hui, la fiscalité punitive, c'est-à-dire l'augmentation de la taxe foncière, évidemment, avec l'augmentation de l'impôt sur la fortune immobilière, on peut se raconter ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la plupart, en tout cas moi je le vois chez moi, la plupart des familles qui étaient là depuis des années, qui certes ne sont pas à plaindre, propriétaires de maisons qui valaient 600 000 euros il y a 10 ans et qui valent 2 millions aujourd'hui. Île de Ré, par exemple. Je parle de ce que je connais, donc je parle de Biarritz. Et quand vous dites à ces familles-là, vous avez 15 à 20 000 euros d'IFI à payer, ces gens-là vendent, qui achètent des trusses, des consortiums, des boîtes à chiffres, etc. Voilà. Merci en tout cas Virginie Pradel d'avoir été avec nous, avocate fiscaliste et auteur de ce livre Impôt Mania aux éditions de l'Observatoire. Et dans un instant, c'est totalement gratuit puisque c'est de l'humour et c'est le quiz de l'actu. Et venez comme vous êtes, à tout de suite. Nous vous demandons, si vous êtes dans votre voiture, de vous arrêter. Concentration ultime. Sortez des métros, asseyez-vous parce qu'il va se passer quelque chose de dingue. C'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Plus communément appelé sur Sud Radio, le qui c'est qui l'a dit. Et pour jouer avec Frédéric, vous allez devoir choisir votre target du jour contre laquelle vous allez devoir tenter de gagner. Il y a Frédéric, il y a Philippe Bilger, il y a Françoise de Gois et il y a Sébastien Ménard. Je vous conseille Sébastien Ménard. Moi aussi. Il n'a pas bien entendu. Elle vous conseille Sébastien Ménard. Allez. Je pense que je vais prendre Sébastien Ménard. Et quelle surprise! Comme on a une invitée de marque, moi je vais proposer à Maître Pradel d'être dans mon équipe. Parce que voilà. Ça c'est bien, ça va faire un double zéro, c'est sûr. Non, je blague. C'est fou, c'est fou. Ils sont sympas les gauchistes. Allez, on démarre les amis. Qui c'est qui l'a dit? On n'a peur de rien. On n'a surtout pas peur de la démocratie et du vote. Bonne réponse. Bravo. Tu peux nous laisser écouter la question jusqu'au bout? Je ne savais pas qui c'était de toute façon. Donc Aurore Berger. Vous connaissez Aurore Berger, Sébastien? Oui, ça dépend de laquelle on parle. Celle avec Juppé, celle avec Macron. Je l'ai encartée, elle avait 17 ans. Je l'ai encartée, fais attention à ce que tu dis. C'est qui l'a dit? Emmanuel Macron ne supporte personne d'autre que lui-même. C'est pas Mélenchon, c'est proche. C'est Corbière. Non, c'est une femme. Clémence Guettet. Chez nous. Voilà, c'est Clémence Guettet. Frédéric, vous menez 4-0. Elle est forte. Frédéric, c'est pas grâce à vous. Frédéric, te laisse pas déstabiliser par cette hyène. Excusez-moi, Sébastien Ménard. J'ai pas assez de voix pour pouvoir couvrir. Non, mais Frédéric est extrêmement galant. Il connaît la réponse. Il préfère que ce soit son équipe qui le dise. Merci, Fredo. Maître Pradel, faut se réveiller là. Qui c'est qui l'a dit? Attention, qui c'est qui l'a dit? Aujourd'hui, un clandestin peut se faire poser un anneau gastrique, se coller les oreilles et se refaire le nez. C'est remboursé par l'aide médicale de l'État. Non, c'est Georges Darmanin. C'est un maire de France. C'est un maire. C'est un éponyme dans les vraies voix. Ménard. Bonne réponse, Robert Ménard. Robert Ménard, maire de Béziers. Mais t'as vu comment il a laissé 2 points tout de même. Il y a un maire qui s'appelle De Gois quelque part en France. Tu vois, c'est par gentillesse. Qui c'est qui l'a dit en parlant d'Elisabeth Borne? La meilleure chose qu'elle pourrait faire serait peut-être de trouver une espèce de panache et dire merci et au revoir. Ah oui, je sais. C'est attends. C'est de votre camp, Philippe Bilger. Je sais qui c'est. Non. L'opposé. Non. L'opposé de Ciotti. Voilà, bonne réponse. Vous m'avez à peine aidé. C'est un point, ça vaut pas 2. Bon, allez, je mets qu'un point. Un point. Mais arrêtez là. Quel titre?
Parce qu'elle vous a aidé. Ouais, ça va. Mais non, mais franchement, il nous fait le coup à chaque fois. Il est gonflé, ce type. Il est gonflé. Incroyable. Mais vous disiez qu'il était fourbe. Je croyais que c'était faux. Mais c'est vrai. Non, rajoutez tort. Qui c'est qui l'a dit? Il est pire que Qui c'est qui l'a dit? Les macronistes n'ont pas d'amour propre ni de respect pour la démocratie. Bah ça, à mon avis, ça vient de... C'est assez général. C'est pas bon pas. Ruffin. Qu'est-ce que vous avez dit, Frédéric? Non, il a dit Ruffin. Non. C'est un petit jeune qui débute et qui fait beaucoup de bruit. Louis Boyard. Bonne réponse de Françoise de Gaulle, Louis Boyard. C'est presque modéré pour lui. Ouais. Je suis d'accord. Question, qui c'est qui l'a dit? Sur le rejet de l'article 1 de la loi Lyotte, on a encore quelques ruses dans notre chapeau. Charles de Courson? Non. On a encore quelques ruses. Ah, Frédéric, vous l'avez prononcé tout à l'heure. Pas Guettet Non, c'est un homme. Frédéric. C'est un homme. Aurélien Pradier? Non, Frédéric, vous l'avez dit il y a quelques instants. Ruffin. Bravo Frédéric, c'est effectivement Ruffin. Bravo. Allez, Et le dernier. Le dernier. Qui qu'a dit? Les oppositions, et notamment la NUPES, ont du mal avec le vote. Ah oui, c'est Aurore Berger encore. Non, c'est un homme. Non, c'est un homme. C'est Olivier Véran. Non. Alors c'est Gabriel Attal. Non. Pas du tout. Alors c'est Emmanuel Macron. Continuez le gouvernement. Il avait des concessions Peugeot avant. Oui. Riester. Bonne réponse de Sébastien Ménard. 4. Absolument. Et c'est quand même grâce à Françoise et Philippe Bilger. Frédéric. Non, parce que ramener au nombre de participants qui nous opposaient, qui étaient opposés à moi, honnêtement, moi je ramasse 4 points, je suis tout seul. Sébastien Ménard, écoutez bien. La solitude, c'est un avantage. Au prochain match, si vous continuez à vous plaindre, vous serez sur le banc. Allez, vous restez avec nous. Non, là, il fait du Philippe Bilger quand il se plaint. Dans un instant, le Philippe Bilger, il a raison. on fait, les amis, une petite pause. Une petite pause. Le journal, la météo et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David contre certains jeunes qui peuvent tuer pour un match de football. On revient dans un instant, on fait une petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et la caravane Sud Radio et les vraies voix continuent d'avancer petit à petit avec vous qui nous écoutez de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Et ça, c'est important et de plus en plus nombreux. Ça, il faut le dire. Et ça, c'est grâce à Philippe Bilger, forcément, à Françoise de Gaulle, à Sébastien Ménard et à vous aussi, puisque vous avez la gentillesse de nous écouter tous les jours. En attendant, mon cher Philippe David, c'est votre coup de gueule du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule contre certains jeunes qui peuvent tuer pour un match de football. Oui, il s'appelait Paul, il avait 15 ans et jouait au Berlin Football Club Dynamo. Il ne jouera plus au football puisqu'il est mort après avoir été tabassé lors d'un tournoi de football à Francfort. Son meurtrier présumé est âgé de 16 ans et a été arrêté. C'est un joueur du Performance Programme, Académie internationale du formation du Football Club de Metz qui a été incarcéré en Allemagne. Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'auteur présumé des faits aurait dans un premier temps frappé des 2 poings le visage de son adversaire. Il l'aurait ensuite frappé à la cage thoracique puis au niveau de l'estomac, mais celui-ci serait parvenu à se libérer et à s'éloigner. L'auteur présumé l'aurait alors poursuivi pour lui asséner un violent coup dans le dos. Le garçon se serait aussitôt effondré, puis l'agresseur l'aurait laissé sur place avant de s'enfuir. Il était en état de mort cérébrale peu après. Les médias allemands en parlent, beaucoup moins les médias français de mon coup de gueule, et je dois dire que je ne comprends pas cette jeunesse qui n'a aucune éducation et qui est capable de tabasser quelqu'un à mort pour un match de foot, ce qui ne serait pas arrivé il y a 20, 30 ou 40 ans. Macron a franchement raison de parler de décivilisation. Je sais pas du tout si ça serait pas arrivé il y a 20-30 ans. Non mais sérieux, tu t'affirmes des trucs. Je pense tout de même qu'il y a une augmentation encore une fois, de la violence. Non, il y avait des violences ponctuelles dans à le l'époque, passé. on se mettait un pain après le match, mais ça s'arrêtait là. Là, il y a une systématisation de la violence comme réplique. Comme contradiction. Là, je crois que c'est la grande différence. Et c'est horrible, cette tragédie que vous venez d'évoquer. En Italie, tu as des faits divers comme ça depuis des années. Enfin, je sais pas, mais tu prends... Moi, je suis toujours gênée par cette façon de prendre
une chose et d'en tirer une généralité avec cette phrase qui tombe comme un couperet. Il y a 30 ans, tu n'en sais rien. Je veux dire, il y a 30 ans, on ne mourrait pas sur un terrain de football après un match. Tu mourrais sur des terrains de football il y a 30 ans. Cite-moi des exemples en France ou en Allemagne. Mais bien sûr. Par exemple, est-ce que par exemple le hooliganisme pour toi c'est pas la violence absolue? Est-ce que pour toi la tragédie du Heysel c'est pas la violence absolue? Est-ce que pour toi Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que pour toi quand des joueurs se tabassent dans le vestiaire de Palerme et qu'il y en a un qui meurt il y a 25 ans, ça n'a rien à voir? Oui, mais François, ça va dans le sens de ce que tu as envie de démontrer. C'est pas du tout incompatible avec ce que dit Philippe. Il y avait des violences ponctuelles dans le passé. Et ben là aussi, est-ce que ça... Non mais attends, Philippe Bilger, sois sympa. Mais tu en vois de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que tous les jours, toutes les semaines dans les clubs, il y a un homme qui meurt parce qu'il est tabassé par un autre homme? En même temps, on peut dire qu'il y a une surenchère de la sauvagerie humaine. On est de plus... Enfin, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est qu'il y ait eu en tout temps des dingues, évidemment, des dingues qui commettent l'irréparable, évidemment, mais force est de constater qu'on le voit dans nos cités, parfois très tranquilles, il y a de plus en plus d'agressions et elles sont de plus en plus violentes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. On parle pas de ça. On parle de la violence dans le sport. La violence dans le sport. Non, mais c'est pas que dans le sport. Non, le jeune dentiste qui se fait massacrer par 10 personnes dans la rue. Non, c'est pareil. C'est l'ensauvagement, c'est la décivilisation. Toi, tu penses que c'est ça. Oui, moi, je pense. Et ben voilà, toi, tu penses. Et moi, je pense que ça n'est pas ça. Et je pense que vendre cette vision-là est très dangereuse parce que ça veut dire que. Pourquoi c'est dangereux de dire la vérité? Parce que c'est pas la vérité. C'est si, le gamin, il est mort. Mais c'est ta vérité sur un instant. Je regrette que cet enfant soit mort. C'est absolument odieux. Comme le dentiste qui se fait buter, c'est absolument odieux. Expliquer que personne n'en parle. Tout le monde en a parlé du dentiste. Du gamin, personne n'en a parlé. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est très bien que tu l'aies fait. Mais vendre cette idée-là d'une dégénérescence, une décivilisation, je trouve ça dangereux parce que ça n'est pas vrai. Par exemple, dans la violence politique, on peut dire, c'est une période que je connais par cœur, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé journalistiquement et autrement. Vraiment, par exemple, les années de plomb où l'extrême droite tuait, l'extrême gauche tuait, assassinait. Nous avons progressé dans la violence politique. Nous avons progressé. J'en ai marre d'entendre les gna-gna-gna qui disent de plus en plus. Non, la civilisation dans son ensemble a progressé sur cette question-là de la violence politique. Il y a de moins en moins d'assassinats politiques pour des raisons idéologiques, au moins dans la sphère occidentale. Donc, si tu veux, moi, Mais là, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Tu parles de décivilisation, bien sûr que ça a à voir. Paradoxalement, l'univers politique est le seul où ça a régressé. Oui, mais je pense qu'il y a plein d'univers. Les amis, il faut qu'on progresse dans l'horaire. Ça, c'est le problème. Tout de suite, le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et le maire de Saint-Etienne qui porte plainte après une casserolade en plein conseil municipal. Gabriel Perdriau, très contesté, surtout depuis sa mise en examen pour l'affaire du chantage à la sextape auprès d'un ancien adjoint. Alors hier, une centaine de manifestants ont donc envahi le conseil municipal de Saint-Etienne pour réclamer sa démission. Désormais exclu d'LR, Gabriel Perdriau s'est mis en retrait de la présidence de l'agglo stéphanoise, mais il refuse de quitter son fauteuil de maire, malgré ses sordides révélations sur cet ancien allié politique forcé à la loyauté durant des années par une vidéo compromettante qui avait été mise en scène pour le piéger. En tout cas, après cet envahissement du conseil municipal hier soir, le maire de Saint-Etienne annonce porter plainte contre X pour dégradation de biens publics et outrage aux agents municipaux. 2 d'entre eux ont été blessés, le hall de l'hôtel de ville endommagé selon lui. Sur une radio locale, il dit refuser de se plier, je cite, à la justice des réseaux sociaux et des médias. Oh pauvre chou, pauvre biche avec ce qu'il a fait. Non mais un drôle de gars. Hein. Quel drôle de type, hein, sérieusement. Vous avez vu par rapport aux casserolades, vous avez vu les copains, ce truc complètement fou, les amendes qui commencent à tomber. Oui, à 135 €. 68. 68 ? Ouais, 68 € les amendes qui commencent à tomber pour nuisance sonore. Non mais contre les manifestants. Non mais ça devient complètement barjot. On est d'accord ou pas ? Mais c'est prix d'amis. Prix d'amis, j'allais te le dire. 68, c'est prix d'amis. Tu trouves ça normal, toi ? Une question bien mystérieuse sur la Côte d'Azur. Y a-t-il eu un petit séisme hier en fin d'après-midi ? Oui, assurent des habitants. Non, répond la préfecture. Et pourtant, autour de Cannes et jusqu'à Fréjus, des habitants sont formels. Ils disent avoir ressenti 2 secousses hier vers 17h. Et même le maire de Cannes, David Lisnard, s'en est mêlé en répondant sur Twitter à l'un de ses administrés, Michel, qui demandait si d'autres personnes que lui avaient ressenti ces secousses. Oui, cher Michel, il y a eu
2 secousses consécutives. Le risque sismique dans notre secteur n'est pas de l'ordre du mythe. C'est pourquoi nous l'indiquons régulièrement et essayons de nous préparer à d'éventuels tremblements de terre plus sévères. Voilà ce qu'écrit le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Publication repartagée par le compte Twitter de sa ville, Cannes, qui ajoute: pour information, 2 secousses sismiques sans gravité ont été ressenties sur la Côte d'Azur, y compris à Cannes. Ça a l'air officiel donc, sauf que ce matin, la préfecture des Alpes-Maritimes a tweeté pour infirmer ces informations. Contrairement aux informations véhiculées, les sites officiels du suivi de l'activité sismique, à savoir le Bureau central de la sismologie française et GéoAzur, n'ont relevé aucun incident sismique sur la région cannoise. Alors le mystère reste entier face à tous ces habitants, même ces élus qui disent avoir ressenti des secousses, certains disent même avoir eu des vitres cassées. Le journal 20 minutes a appelé le ministère des Armées pour savoir si un avion aurait pu passer le mur du son en causant des détonations. Or, eh bien non, il n'y a eu aucun vol supersonique au-dessus de la région, répond l'armée de l'air. Eh ben c'est l'apéritif. Je vous dise. D'ailleurs, ça manque. D'ailleurs, ça manque. Allez, restez avec nous. Merci Félix Mathieu. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le tour de table de l'actu des vraies voix avec des actus plutôt assez intéressantes comme d'habitude. Des choses dont on parle assez peu et c'est bien de le faire. 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone pour nous appeler et participer à ce débat jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils ont un avis sur beaucoup de choses et ils ont une expertise dans beaucoup de choses aussi. C'est ce qui est quand même assez hallucinant, ce qui n'est pas le cas partout. Est-ce qu'on pourrait faire un résumé de la conversation que nous venons d'avoir? Nous atteignons des sommets d'intellectualisme. C'est vrai. Sur les gâteaux, la comparaison des gâteaux, des chachas, des nucini. Alors écoutez, on va vous faire rêver parce qu'on se disait qu'il y a certains gâteaux, certains produits qui reviennent dans nos rayons. Et merci beaucoup. Et je remercie nos amis de Milka d'avoir remis au goût du jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette gaufrette qui s'appelle Nucini à la pralinée. Et donc on peut dire qu'on pourrait se damner. On pourrait se damner. Je travaille, moi mon binôme ne pense qu'à la bouffe. C'est incroyable. Vous pouvez appeler le standard pour les promesses de don. Voilà, on prend les cartons, les palettes. Non, mais le Nucini, ma passion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Les gens, c'est la politique. Moi, c'est ma passion. Philippe, c'est quoi votre gâteau préféré? C'est les quoi? Moi, j'aime bien les palmiers, j'aime bien les chouquettes. Ah oui. Et j'aime bien les cannelés. Oui, vous avez raison. Françoise. Allez, Françoise. Moi, j'aime la visitandine, qui est un vieux gâteau oublié, mais que vous devez connaître. C'est un gâteau en réalité aux amandes avec de la pâte d'amande qui passe au four. C'est absolument sublime. C'est nos grands-mères qui faisaient ça. Et la visitandine avec nappé de confiture d'abricot faite maison. Là, qu'est-ce que vous voulez? Et Sébastien Ménard, mettez-nous en appétit. Mais moi, vous m'avez gâté aujourd'hui parce que c'est le cake. Voilà, le cake aux fruits secs. J'adore ça. Tu fais ton cake, c'est normal. Ça va très très bien. Allez les amis, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger veut nous parler d'un de ses sujets favoris, l'exhibitionnisme. Oui, en fait, je vais pas mal au cinéma et de plus en plus. Oui, absolument. C'est dingue, on apprend ces trucs et en fond, comment dire, je suis obligé de dire que je ne déteste pas dans la vie personnelle les corps, le plaisir, le désir, l'attente chez les autres. J'en parle volontiers et donc ça n'est pas au nom de la morale que je vais dénoncer ce que je trouve insupportable de plus en plus dans les films français. C'est la nudité sans nécessité, parfaitement inutile. Et encore, je parle de choses encore dont j'ose parler. J'élimine les scènes horriblement quotidiennes qu'on nous exhibe dans des films français. Et je trouve que ça devient, non pas au nom de la morale, mais du manque de talent, quelque chose qui est invraisemblable. Je pourrais citer des films. Par exemple, par exemple, encore le dernier. Dans le micro. L'amour et les forêts. Chez les nudistes. Alors que vous avez fait une très bonne critique du film, c'est pour ça que c'est paradoxal. Et heureusement, il y a deux personnes qui sauvent le cinéma français. C'est Maïwenn qui a dit dans un entretien « Je déteste les scènes de nu au cinéma » et elle a le tour de force dans son bon film, alors qu'elle aurait pu en montrer des scènes de nu entre Louis XV et... Ça allait aller.
sous les escaliers. Elle parvient à les éviter avec beaucoup d'élégance. Et un grand cinéaste français dont on parle trop peu, Emmanuel Mouret, a des films extraordinaires où le langage, l'allusion, la litote remplace. Je trouve ça d'une bêtise absolue, quoi. Enfin, j'écoute, non, mais rien à dire, rien à rajouter. Je comprends tout à fait. Moi, je comprends pas parce que je pense qu'il y a, enfin, j'ai plutôt une haute estime des réalisateurs et puis du génie créatif, a fortiori quand il est français. Et je pense que le parti pris, faut le respecter. Il y a parce que là, ce que vous dénoncez, Philippe, c'est, je dirais, une espèce d'exhibition un peu gratuite. Voilà. Gratuite, totalement. Voilà. Mais qu'est-ce qui est gratuit de ce qui l'est moins? C'est ça qui me perturbe dans votre. À partir du moment, mon cher Sébastien, où une scène de nu peut être aisément remplacée par autre chose, eh bien, c'est qu'il y a un problème. On veut satisfaire l'exhibitionnisme du spectateur et peut-être... Non, le voyeurisme du spectateur. Et celui du plateau. Mais je le trouve bien clivant. Ouais, on aurait pu remplacer une scène de nu par un Nucini, par exemple. C'est beaucoup plus lourd. Vous voulez parler d'Haïti et du désespoir des populations civiles massacrées par les gangs. Oui, et personne n'en parle. Et pourtant, nous devrions en parler. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron rendait hommage à Toussaint Louverture, le grand héros, pas simplement haïtien, mais universel de la libération de l'esclavage et de l'indépendance d'Haïti. Ce qui se passe en Haïti depuis des semaines est terrible. Vous avez des petits-enfants de 12-13 ans qui massacrent à la hachette des personnes adultes. Vous avez des enfants qui meurent. Vous avez, parce que les gangs ont pris possession de cette île de 11 millions d'habitants. Moi, j'ai été une fois à Haïti. C'est absolument merveilleux, Haïti. C'est là ce qu'il y a de plus beau de la Caraïbe, mais c'est totalement anxiogène. Les gens vous racontent qu'ils vont se coucher le soir, mais des gens qui vivent pas dans des bidonvilles, des professeurs, vraiment des employés de bureau, ils vont se coucher le soir en ne sachant pas s'ils seront vivants demain. Et tout ça, si vous voulez, et la France ferme les yeux, les États-Unis ferment les yeux. Vous savez, il y a 2 ambassades qui comptent en fait à Haïti, c'est l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis. Ces 2 pays-là ferment les yeux sur les exactions menées avec la bénédiction du pouvoir en place dans l'indifférence générale. Je voudrais quand même dire, là vous parliez de décivilisation. Alors là, on peut parler véritablement de guerre civile. Qu'est-ce qu'est la différence entre une décivilisation et une guerre? Là, nous sommes dans quelque chose où des enfants, où il y a toute une génération de jeunes haïtiens pour lesquels ça ne sera pas grave d'avoir décapité une femme de 35 ans qui allait travailler. Le nombre de chauffeurs haïtiens que je prends ces derniers mois qui parlent de ils parlent de ça, mais parce que c'est un traumatisme. Nous avons des liens avec Haïti. Alors j'allais dire pas mieux. Moi, je suis beaucoup à New York pour des raisons sportives. Vous avez aussi une grosse communauté haïtienne qui parle française, qui parle français à New York. Nous avons des liens. Nous devrions intervenir. Et c'est vrai que, mais très clairement, les gangs ont pris possession avec la bénédiction du président, bien sûr, qui a assassiné Sébastien. Exactement. Sébastien, Macron, selon vous, a eu raison de recadrer Elisabeth Borne sur ses propos envers le Rassemblement national. Ma petite sortie du jour, c'est Macron a raison. Pourquoi ? Parce que le président de la République a recadré sa première ministre, Elisabeth Borne, après ses déclarations sur le Rassemblement national qu'elle avait qualifié d'héritier de Pétain. Et il a argumenté, impossible de battre l'extrême droite avec des arguments historiques et moraux, et je le dis et je le redis ici, il a raison. On peut disserter à l'envi sur les liens entre le Front National et le Rassemblement national, héritier, fils spirituel, enfant ingrat, clown qui veut le pouvoir à tout prix. Il y a des lieux nécessaires pour tout cela, des thèses de doctorat, des colloques d'histoire et des politologues. La Sorbonne est un lieu de réflexion sur l'extrême droite, pas d'action contre le Rassemblement national. Disserter, c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour vaincre et résister au Rassemblement national. Convoquer les vieilles lunes ou les fantômes du passé n'est plus suffisant. L'argument moral ne fonctionne plus. Il est mauvais, de voter Rassemblement national. Au contraire, je pense qu'il encourage ses électeurs qui sont passés d'un vote de protestation à un vote d'adhésion en penchant pour le RN. Ils ont retourné le stigmate. Le RN n'est pas moins dangereux que le FN et il profite des arguments datés qu'on lui oppose. Les arguments qui datent du FN ne ringardisent pas le RN, bien au contraire, ils le servent. Le RN se combat sur ce qu'il est, c'est-à-dire un danger pour la République, pour la France et pour les Français. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. Le RN se combat en combattant le sentiment d'abandon social, les inégalités territoriales, le sentiment de ne plus maîtriser son destin, la vie dans la peur du lendemain, le sentiment d'une perpétuelle déroute du monde. Soyons clairs, le RN n'a pas de solution contre tous ces problèmes pour la France et les Français. Il se nourrit de ces problèmes. Le RN est un rentier du malheur. Donc taper sur Jean-Marie Le Pen pour combattre Jordan Bardella, c'est perdre d'avance le débat et la confrontation des idées. C'est lâcher la proie pour l'ombre. On combat
Jordan Bardella en tapant sur les idées de Jordan Bardella. Vite, une réflexion. Très vite. J'ai approuvé le président. Il a eu tout à fait raison. Il l'a rappelé à Bratislava. Ce que je lui reproche finalement, c'est à cause de l'émoi politique et médiatique d'être de nouveau tombé dans un en même temps en disant une absurdité. Je donne toute ma confiance à Elisabeth Borne. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le coup de projecteur. Françoise, des vraies voix. Les réseaux sociaux sont-ils les complices du crime organisé? On vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Allez, on est très en retard. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est là, Sébastien Ménard et Françoise Degois au 0826 300 300, bien sûr. Vous voulez participer? C'est nous, on est au standard, Ménard et moi. Débat. Ça me ferait bien marrer, tiens. Avec le petit rire de Au moins, vous pourriez servir à quelque chose. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on est bien reçu ici. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et plus sérieusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus partie intégrante de la stratégie des narcotrafiquants marseillais qui utilisent Snapchat et Instagram pour commanditer des assassinats et recruter de la main-d'œuvre de plus en plus jeune. Pour ces influenceurs du crime, un seul objectif, Philippe, intimider. Et pour ce faire, les tueurs recrutés filment leurs assassinats pour prouver à leurs commanditaires l'exécution de la mission, mais aussi pour faire le buzz et être, accrochez-vous bien, rémunérés en conséquence. Les bandes ennemies marseillaises, DZ, Mafia et Yoda sont les principales concernées par ce mode opératoire criminel d'un genre nouveau. Alors, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux qui laissent passer des choses pareilles sont coupables, sont complices de ces actes absolument inqualifiables et bien évidemment parfaitement hors la loi? Est-ce qu'ils sont complices du crime organisé? Vous dites oui à 54% sur Twitter. Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre invité expert, Denis Jacopini. Bonsoir, merci d'être là sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Bonsoir. Vous êtes expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des données et auteur de ce livre Cyberarnaque, publié chez Plomb. Bienvenue chez nous. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, quand vous entendez finalement que, et ce qu'on lit ce matin dans Le Parisien, que quand vous mettez en scène, vous tuez quelqu'un en direct sur de Instagram et que en fonction du nombre de vues, vous êtes payé entre 20 000 et 50 000 euros, on marche sur la tête. Mais c'est une perversion plus que ça, même une obscénité spectaculaire. Mais au fond, on a déjà tellement de balles à éviter que les réseaux sociaux, qui pourraient être le meilleur, ne soient pas le pire dans notre quotidienneté. Il aurait été parfaitement naïf d'imaginer que les criminels ne profitent pas des facilités inouïes que proposent ces réseaux sociaux. Et je ne sais pas, enfin j'espère que j'aurai une réponse positive. Je me demande comment on pourrait faire. Alors la réponse, ils ne sont peut-être pas complices, mais on pourrait réfléchir par exemple au délit d'apologie d'une certaine manière, voire parfois de provocation, si on tient à toute force à donner une qualification judiciaire à ces horreurs qui se déroulent sur les réseaux sociaux. C'est ce que disent certains de nos auditeurs, que c'est effectivement de la complicité des réseaux sociaux. Moi je tombe de l'arbre. Quand vous avez été obligé de me relire et relire l'article, je n'imagine pas que des meurtres soient publiés et diffusés sur Instagram. Alors, probablement que c'est le cas. Et Snapchat aussi. Et sur Snapchat. Moi, je pensais que tout ça était réservé. Je suis nourri aux séries américaines, que tout ça a été réservé au Darknet, qu'on pouvait assister à des meurtres en direct sur le Darknet, mais où que tout était sur des messageries Telegram qu'utilisent, on le sait très bien, les combattants islamistes. Mais de là à ce que les assassinats soient diffusés sur Instagram, je suis absolument sidéré. Je n'en ai jamais vu, pourtant je suis sur Instagram. Je suis absolument sidéré, j'ai pas de mots. Donc peut-être que notre spécialiste va nous expliquer quand, pourquoi et surtout pourquoi le propriétaire d'Instagram ne les enlève pas. On termine le tour de table avec Sébastien Ménard avant de retrouver Denis Jacopini. C'est toujours la même histoire. C'est un problème de courage et de régulation. Voilà. Est-ce que ces hyperpuissances technologiques, digitales, sociales, venues d'ailleurs et majoritairement des États-Unis, sont quelque part en dessous des radars de la loi ou au-dessus des lois. Tu vas pas nous faire maintenant le compliment pour interdire Twitter en France. C'est pas tant le sujet d'interdire Twitter. On peut choisir d'être sur Twitter ou de ne pas être sur Twitter. Moi, j'ai décidé de ne pas être sur Twitter. D'accord avec Breton et Macron. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser publier
n'importe quoi, parce que n'importe quoi à la vue de n'importe qui, et dans n'importe qui, je pense notamment aux plus fragiles d'entre nous, les enfants, les jeunes adolescents, etc., ce n'est pas possible. Voilà. Même nous, mais à la fin de la fin, est-ce que on accepte tout ça parce que on estime, et c'est d'ailleurs souvent l'argument, qu'on nous oppose, et que notamment les GAFAM nous opposent, c'est oui, le monde peut s'autoréguler, les gens sont suffisamment responsables, etc., etc. Est-ce que c'est un argument valable ou est-ce que c'est un argument fallacieux de façade pour, quelque part, courir à la course à l'audience, à l'audimat et au profit? Demandez-lui à notre invité s'il a vraiment vu déjà ces vidéos. Demandez-lui. Bonsoir, je suis sidéré de ce que m'a appris Cécile de Ménibus. C'est dans le Parisien aujourd'hui. Oui, d'accord, mais je ne dis pas trop le Parisien. Est-ce que vous avez vu déjà ces vidéos sur Instagram? Je pensais que c'était réservé, moi, au Darknet. Je tombe de l'arbre. Non, mais en fait, c'est relié par les médias. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que les personnes vont utiliser ces réseaux. Elles vont avoir pour principal objectif d'être vues, d'être qualifiées, de montrer leur puissance, de montrer leur capacité à faire peur aussi également. Et donc, qui mieux que les médias peut relayer une information qui rentre dans leur jeu en fait. Malheureusement, les outils aujourd'hui diffusent des informations sans véritablement pouvoir les contrôler. Même des photos de nu, lorsque ce sont des vraies œuvres d'art, aujourd'hui les algorithmes ne sont pas toujours capables de faire la différence entre l'œuvre d'art et une vraie photo de nu d'une personne qui pourrait être interdite. Et donc, encore moins lorsqu'on a des photos ou des vidéos qui vont parler de choses qui ne sont pas filtrées, qui ne sont pas contrôlées par les algorithmes. Aujourd'hui, les outils vont surtout vérifier les formes, essayer de détecter ce qui est présenté dans les vidéos, ce qui est présenté dans les photos, mais le contenu, tout le contenu n'est pas... Donc, d'un point de vue technique, déjà, on n'a pas suffisamment aujourd'hui d'avancées là-dedans et surtout, ça dépend pour réguler des opérateurs. Tout ça. Oui. Les opérateurs... Chaque fois qu'on leur demande, ne serait-ce qu'on prend l'exemple de contrôler des accès à des mineurs. Ça fait plusieurs années que les opérateurs sont questionnés à ce sujet, font des propositions qui ne sont pas techniquement en plus valables. Donc ne serait-ce que ça, vérifier l'âge de quelqu'un pour valider ou pas son inscription ou l'accès à quelque chose, c'est aujourd'hui impossible par la technologie. Et la solution, elle va venir de l'extérieur, en utilisant une carte d'identité électronique, par exemple, en utilisant des certificats électroniques que l'on va donner essentiellement qu'à des majeurs qui vont se porter garant. Donc la technologie, en fait, malheureusement, elle est aujourd'hui... du moins dans l'état actuel, elle est impuissante parce que personne n'a véritablement approfondi le sujet. On a une question de Philippe Bilger. J'ai bien compris, votre intervention montre qu'il va être difficile d'interdire l'accès à des personnes qui ne devraient pas voir ces horreurs. Mais est-ce qu'on aurait la possibilité d'identifier les gens qui sont les auteurs ou ceux qui décident de mettre ça sur les réseaux sociaux? Oui, techniquement, c'est possible. Seulement, la mise en place de tels moyens, de tels outils techniques pour réaliser ces contrôles demande des moyens financiers. Et aujourd'hui, rien ne peut exiger que des plateformes mettent en place ces outils qui, pour certains, vont coûter très cher. Si on prend l'exemple de Facebook ou de Meta, de manière générale, oui, ils ont largement les moyens de faire quelque chose. Twitter, ils ont largement les moyens de faire quelque chose. Mais il va y avoir d'autres réseaux sociaux qui n'auront pas ces moyens-là. Donc, en fait, si tout est fait pour bloquer l'accès d'un côté, moi, j'en mets ma main à couper que d'autres outils seront utilisés, d'autres outils qui ne mettront pas en place ces moyens de filtrage. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être aussi réactif et s'adapter aussi vite que justement ces auteurs
puissent s'adapter, changer de réseau social, changer de technologie. Sauf que je vous coupe avant de passer la parole à Sébastien Ménard, c'est que fermer un compte, et en 2 secondes, il y en a 5 d'ouverts en fait. C'est ça le problème, c'est ça le souci aujourd'hui. Non, techniquement, à partir du moment où on est en mesure de pouvoir identifier quelque chose d'interdit, même s'il y a 36 comptes qui sont ouverts autour, à partir du moment où cette chose elle a été détectée sur les autres comptes, on peut immédiatement les refermer. On peut rentrer dans des automatismes qui vont empêcher que certaines choses détectées soient publiées. Seulement, on va tomber face à un autre problème, on va se retrouver face à un autre problème, et notamment la détection des faux positif, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir diffuser quelque chose de tout à fait légitime et qui va se retrouver bloqué, il va avoir son compte coupé, et si c'est quelqu'un qui en plus a une certaine réputation et qui a en plus des conséquences à la suite de ces coupures, eh bien ça s'est déjà produit, hein, on a reproché à Twitter de réaliser des coupures, des filtrages au-delà de ce qui était normalement nécessaire, c'est ça. Vous avez nécessaire, oui. Et donc du coup, allez-y. Il y a un problème de ligne. Vous avez été témoin de... Allez-y, on vous entend à nouveau, il y a une coupure. Allô, Denis Jacopini ? Oui, je suis là. Oui, alors attendez, bougez pas, ne bougez pas. Vous avez été témoin de choses horribles sur Internet ou sur un réseau social. Appelez-nous au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Il y a un truc qui fonctionne pas trop mal en France, mais c'est totalement déséquilibré. Vous avez une plateforme de signalement qui s'appelle Pharos, où vous pouvez signaler tout ce qui va être de contenu pédopornographique, djihadiste, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, mais sauf que certains préfèrent repartager plutôt que condamner. Non, mais de toute façon, c'est que c'est une quête sans fin, parce que quand bien même on peut remonter parfois à la source de celles et ceux qui publient pour la première fois ou qui rediffusent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec des VPN, vous pouvez faire 100 fois le tour du monde en 1 heure, hein, et puis perdre les meilleurs enquêteurs et les meilleurs trackers du monde. La réalité, c'est que la technologie, pour le meilleur, mais comme pour le pire, permet, je dirais, une immensité de possibilités. Encore une fois, dans le meilleur comme dans le pire. Denis Jacopini. Allô, Denis Jacopini. Alors oui, je suis entièrement d'accord, mais au plus, est-ce que c'est revenu ? Oui, c'est revenu. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, allez-y, on vous écoute. Ok. Au plus, on utilise des moyens technologiques compliqués, difficiles. Bon, on a un problème de son. On va vous appeler par téléphone. On va retourner au 0826 300 300. Avec Frédéric qui était avec nous. Frédéric ? Oui, allô ? Oui, Frédéric, vous nous entendez ? Si, ça va. Non, moi, j'ai pas de souci. Hein. Enfin, au niveau ligne, ça va. Ça va. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont complices ? Je dirais en quelque sorte oui. Hein. À partir du moment où ils mettent pas tout en œuvre pour essayer de ralentir au moins la criminalité sur leur réseau, un petit peu, enfin un peu quand même. Est-ce qu'on peut faire la part, et ça il faudrait vraiment des spécialistes qui travaillent là-dessus, je n'ai aucune idée, est-ce qu'on peut faire la part du nombre de millions d'utilisateurs d'Instagram et des réseaux sociaux, et cette part-là infime? Il faut quand même, encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec la généralisation, parce que les réseaux sociaux ne sont pas simplement un espace, si tu veux, alors les mafieux s'en emparent, mais on le sait depuis longtemps, les islamistes se sont emparés depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Donc attention de ne pas donner le sentiment que d'un seul coup, les réseaux sociaux, eux aussi, sont totalement décivilisés et que vous pouvez trouver des gens qui assassinent d'autres gens. Je faisais une recherche, la dernière fois, en tout cas, qu'une vidéo de meurtre a été signalée sur Snapchat, c'était en 2017. C'est un adolescent qui avait tué son beau-père et qui a posé devant le corps de son beau-père ensanglanté avec sa mère en pleurs. La vidéo a été évidemment retirée. Mais est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que ces vidéos existent vraiment, ou bien est-ce que le fait de donner cette information au journaliste qu'il a retranscrit dans son journal, alors qu'elle n'est pas peut-être à 100%, n'est pas la stratégie de la terreur, en fait. Ce sont des enquêteurs qui parlent dans le journal. Non, Denis Jacopini. J'essaie de...
de comprendre. Denis Jacobi. Oui. Oui. Donc, là, on vous entend c'est bien. bon, vous m'entendez. Parfait. Ok, super. Donc, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'au plus on va utiliser des moyens de communication compliqués pour diffuser une information, au plus on va perdre une partie de l'audience. S'il faut un logiciel particulier avec un paramétrage particulier en allant dans le darknet ou en faisant d'autres choses qui peuvent être compliquées, eh bien du coup les personnes vont se priver de tout un public qui ne sait à peine que cliquer. Et donc du coup, d'où la vitesse à laquelle ces informations circulent. Si vous voulez, lorsque quelqu'un a envie de diffuser une information, lorsqu'il a envie de faire un buzz, en fait, le buzz, il va pas sauter à la figure de tous les gens qui ont des téléphones ou qui ont Instagram ou qui ont. En fait, il va falloir soit avoir quelqu'un qui a reçu cette information, une première personne, et qui l'amplifie. Cette personne va avoir des abonnés, va avoir des contacts qui vont la recevoir automatiquement, qui donc eux-mêmes vont être il y aura un effet boule de neige qui va avoir lieu, et cet effet boule de neige va faire qu'à un moment, eh bien cette vidéo ou ce post va arriver presque en tête des posts, parce que ce que va chercher le réseau social, tout comme une grande surface avec des boîtes de conserve, ce qu'elle veut, c'est mettre en avant quelque chose qui se vend bien, de manière à ce qu'elle puisse rentabiliser son espace. Eh bien, c'est exactement pareil avec les plateformes de réseau social. Elles ont besoin, elles, d'avoir de l'audience parce qu'elles ont des annonceurs, et donc, du coup, elles ne vont présenter en priorité que des diffusions qui font de l'audience. Et du fait qu'il n'y a pas de filtrage et que tout est automatisé, que ça soit de l'audience qui est faite avec quelqu'un qui vient de naître ou quelqu'un qui vient de mourir, l'algorithme, lui, ne fait absolument pas la différence. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation qui ne fait que grossir. L'audience ne fait que grossir jusqu'à un moment où il est décidé que cette vidéo-là, elle est filtrée, donc détectée, filtrée et retirée. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Denis Jacopini, d'avoir été avec nous, expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection de données, auteur de ce livre Cyberarnaque, publié chez Plon. Quoi qu'il en soit, ça fait un petit peu peur quand même, cette situation qui a tendance à s'aggraver un petit peu. Vous restez avec nous, 0826 300 300, ça continue de sonner au standard. On prend notre auditeur dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois avec nous et Sébastien Ménard, et vos appels bien entendu au 0826 300 300, et on va vous emmener dans une très jolie commune. Ça s'appelle Osgore avec Daniel. Bonsoir Daniel. C'est magnifique dans les Landes. Bonsoir. Oh là là, Osgore. Bonsoir. Oui, bonsoir Daniel. Bienvenue sur Sud Radio, cher Daniel. Faites-nous rêver, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes surfeur? Écoutez, moi je suis un heureux retraité qui loue un appartement à un super propriétaire. Ah, très bien. C'est bien. Voilà. Et donc, vous vouliez revenir sur la taxe foncière, justement. Jusqu'en 2016, j'ai toujours été propriétaire, et puis là, j'ai choisi d'être locataire. J'ai un super propriétaire, comme ma voisine qui est un super propriétaire également. Je trouve inadmissible, que les villes, les départements et autres augmentent la taxe foncière. Ils n'ont qu'à faire comme le reste du peuple, faire des économies. Il faut gérer en bon père de famille. C'est facile de faire des taxes, c'est toujours les mêmes qui payent. Et là, quand j'ai entendu ce matin Monsieur Porte ou Thomas Porte, qui s'est indigné dans sa cape d'indignation, c'était un réquisitoire, c'est incroyable quoi. Il ferait mieux de faire le ménage dans son parti, la France Insoumise, avec le dernier député là, qui avait 2 appartements en propriété pleine et qui louait son logement social à sa sœur ou sa belle-sœur qui le relouait, etc. Alors, pour le moment, il y a une enquête. Pour l'instant, ça n'est pas démontré que tout ça n'est pas vrai. Pour l'instant, c'est pas prouvé. Mais quand vous dites que les communes, quand vous dites que les communes doivent faire des économies, la dotation des communes, parfois pour les petites communes, c'est vrai pour les toutes petites communes. Les communes moyennes, les grosses communes, c'est un peu moins vrai. Et puis de toute façon, après, il y a des choix à faire. Peut-être qu'il faut faire
faire un rond-point un peu moins prestigieux, il faut peut-être faire moins de fêtes de clientélisme de droite et de gauche. Je pense qu'il y a des économies à faire un peu partout en moment de crise. Je pense que vous êtes un petit peu dur, on en fait de moins en moins. Est-ce que vous, à Osgore, que je connais bien, est-ce que vous accepteriez qu'on lève le pied sur certains équipements, par exemple Osgore, Cap-Breton. Cap-Breton, on y vit toute l'année. Osgore aussi, mais plus Cap-Breton. Oui, est-ce que vous accepteriez, vous? Ce sont deux municipalités avec des étiquettes différentes. Oui. Je pense qu'à Osgore, c'est géré avec plus plus en bon père de famille. On ne fait pas des dépenses trop voyantes. À Cap-Breton, c'est un peu plus l'air de dépenses de clientélisme, mais je pense que la taxe foncière est un peu plus élevée. Il y en a une qui est de gauche et l'autre est de droite, c'est ça? Cap-Breton, ça doit être socialiste. Oui, j'allais te le dire, bien sûr. Oui, Cap-Breton, c'est à gauche. D'ailleurs, l'ex-maire, il est devenu sénateur socialiste. Notre auditeur voit clair, hein, c'est bien. Merci. Mais peut-être, Daniel, peut-être qu'à Osgore, si effectivement la dotation et si vous faisiez des économies, ça ferait peut-être l'impasse sur que les pelouses soient tondues. Voilà, puis peut-être. Je pense dans la vie, il y a des moments où il faut faire des choix. Pendant peut-être quelques temps, si on l'explique clairement aux gens, on fera l'impasse sur des tontes un peu moins fréquentes, sur certaines mécros un peu moins ostentoires, etc., avec, un objectif, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Je pense que les gens peuvent le comprendre. Daniel, à contrario, sur des villes comme la vôtre, c'est le tourisme aussi. Donc, c'est compliqué de concilier les deux. Pardon, pas facile à dire ce mot. Pourtant, je l'emploie souvent. C'est fou. Pas facile. Oui, c'est sûr, concilier. Oui, mais même moi, je connais d'autres villes où vivent mes enfants et autres. Bon, quand je vois tout ce qui est fait, les dépenses, le rond-point qui sert à rien, les dodanes qui servent à rien à certains endroits. Pourquoi vous dites que ça sert pas? Alors parfois, il y a des ronds-points qui servent vraiment. Il y a des ronds-points qui ont supprimé la mortalité des carrefours terribles de croisement où les gens sont... La France a comme le record de ronds-points. Ouais, c'est ça. Quand on a à l'étranger... En tout cas, le commercial qui a vendu... Ça peut servir à des corruptions, les ronds-points. Oui, il y a un commercial qui vend des ronds-points dans certaines villes. Je peux vous assurer qu'il doit gagner de l'argent. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé. J'imagine le métier. Bonjour, je suis vendeur de ronds-points. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ça vaut mieux que Poincaré. Et puis, bonne saison à Osgore. Merci beaucoup, Philippe Didier. Merci Françoise. Oui, absolument. À Françoise de Goire, qu'on remercie aussi. Merci beaucoup, Sébastien Ménard, d'être venu de si loin. Dans un instant, on va vous parler de l'automobile. Vous savez que Sud Radio, c'est la radio de l'automobile. Et nous serons avec Jaguar France dans quelques instants. C'est peut-être notre future voiture avec Philippe David. On ne sait pas. On va voir si on peut la négocier. Allez, ensemble, oui. Allez, à sur le compte de Françoise de Goire.